Miaou, je suis Anaïs. Oh. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo blabla. Aujourd'hui, ça va être une vidéo blabla un peu spéciale puisqu'elle va être en deux parties. La première aujourd'hui et la deuxième la prochaine fois. J'aurais très bien pu faire une seule partie, mais je l'ai faite en deux parties. C'était pour le petit clin d'œil cinématographique. Et je te laisse deviner à quel film de Tarantino je fais référence. Alors justement, il y a quelque temps, j'avais mis sur la chaîne une petite vidéo humoristique où je parlais de Tarantino et aussi d'autres petites vidéos humoristiques. Mais je les ai enlevées parce que en fait ça partait dans un truc qui m'intéressait pas trop. C'était pas ça que j'avais envie de faire sur la chaîne. Moi, ce que j'ai envie de faire sur la chaîne, c'est de la musique. Parce que ce qui est génial dans la musique, c'est que il y a bien sûr la dimension artistique, esthétique, mais on a aussi la dimension analytique. Je ne dis pas scientifique, hein, j'expliquerai pourquoi après, mais en tout cas le côté comment ça marche, l'information qui est contenue dans les notes. Et ça, c'est une vidéo que j'avais eu l'idée de faire depuis longtemps, depuis le début de la chaîne en fait. Je me disais un jour je ferai une vidéo sur mon expérience personnelle en tant qu'élève musicien dans cette école, puisque j'ai quand même passé 4 ans à étudier dans cette école. Alors on est d'accord que 4 ans à l'échelle de la musique, hein, c'est vraiment rien du tout. Même toute une vie à l'échelle de la musique, c'est rien du tout. Mais bon, voilà. Et t'as remarqué aussi que j'avais pas dit le nom de l'école. C'est parce que dans cette vidéo, et surtout dans la prochaine, je vais peut-être dire des choses qui pourront être prises comme pas très sympas par rapport à l'école en question. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment pas de créer une polémique ou de remettre en question quoi que ce soit. L'idée, enfin comme toutes les vidéos blabla, l'idée de cette vidéo c'est de remplir la chaîne en attendant la prochaine vidéo musicale. Après cette introduction digne des plus grands films de Tarantino, je vais pouvoir passer à la première partie qui s'appelle le cours d'harmonie. Il se trouve que en 2012, j'habitais Orléans et j'entendais souvent parler de cette école qui se trouve à Tours par des musiciens professionnels qui étaient passés par cette école. Et je me disais, ben, si je veux avancer musicalement, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc j'ai arrêté de travailler, j'ai déménagé à Tours, et la première année, j'étais en cycle intensif. C'est-à-dire que je faisais tous les cours. J'avais le cours d'instrument, bien sûr, le cours de piano, mais aussi tous les cours théoriques, et en particulier le cours d'harmonie. Et j'aimais bien le cours d'harmonie. C'était mon deuxième cours préféré de la semaine. Et le prof d'harmonie, c'était vraiment un très bon prof d'harmonie. Mais en fait, en arrivant dans cette école, tout de suite, il y a quelque chose qui m'a gêné. Et au début, je ne comprenais pas ce que c'était. Et puis après, je me suis dit, ce qui me gêne dans cette école, c'est la même chose que ce qui m'a toujours gêné quand j'étais à l'école. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, quelle que soit la matière, on te dit, voilà, aujourd'hui on va apprendre le chapitre 1. Ensuite, on va apprendre le chapitre 2. Ensuite, on va apprendre le chapitre 3. Et ensuite, on te fait un examen qui porte sur le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3. Donc la réponse aux questions se trouve forcément dans le chapitre 1, le chapitre 2 ou le chapitre 3. Et alors on est d'accord que dans la réalité, quand il t'arrive quelque chose, personne va venir te dire la réponse à ce qui t'arrive, c'est dans tel chapitre. Donc le fait de structurer les connaissances de manière complètement artificielle, c'est pas quelque chose de grave en soi. Mais ce qui me paraît très grave, c'est que on nous introduit dès le plus jeune âge l'idée que tout a déjà été fait, tout est déjà établi, et que c'est comme s'il y avait un chemin qui partait du point A et qui allait jusqu'au point B, et que tout le monde était sur le même chemin, mais à des endroits différents. Et ça, j'ai toujours eu du mal avec ça parce que je ne pouvais pas m'empêcher de remettre en question les choses. J'arrivais pas à prendre pour argent comptant ce qu'on me disait. Et c'est pour ça que j'ai jamais été dans les meilleurs à l'école. Donc je reviens sur le cours d'harmonie. On arrive en cours d'harmonie et le prof nous dit par exemple, voilà, aujourd'hui on va apprendre les accords de 7.
Et la couleur qui va bien sur les accords de 7, c'est le lydien bémol 7. Enfin, en gros, la règle, c'est que sur tous les accords 7 qui ne sont pas dominants, tu mets du lydien bémol 7. Donc le prof nous dit, vous apprenez les notes du lydien bémol 7, et dès que vous voyez un accord de 7, bim, vous jouez lydien bémol 7, et ça marche. Donc quand le prof te dit ça marche, encore une fois, c'est pas grave en soi, mais ça insinue l'idée chez les élèves que il suffit de connaître les notes, et une fois qu'on connaît les notes, ça y est, on a fini, on est arrivé au bout de la musique. Alors que c'est juste le contraire. C'est une fois qu'on connaît les notes que la musique commence. La musique, c'est qu'est-ce que je fais avec les notes? Quelle intention je mets dans les notes? Parce que en réalité, en musique, il n'y a pas de notes justes et de notes fausses. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de notes justes ni de notes fausses, c'est que l'harmonie est tellement complexe, il y a tellement de possibilités que en fait, on peut tout justifier avec l'harmonie. Et donc, tout dépend de l'intention qu'on met dans les notes. L'intention musicale, c'est vraiment la condition nécessaire et suffisante. Alors, suffisante parce que il suffit d'avoir l'intention de jouer cette note pour avoir le droit de la jouer. Et par contre, nécessaire parce que pour avoir le droit de jouer cette note, il faut que j'ai l'intention de la jouer. Après, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend par intention musicale. Mais ça, ce sera le propos de la deuxième partie. Et donc, comme je disais, le prof d'harmonie, c'était vraiment un très bon prof d'harmonie. Et à l'époque, j'avais acheté son bouquin, qui est là, qui s'appelle L'harmonie pour tous. Et l'avantage de ce bouquin, c'est qu'il est très pragmatique. Il ne s'encombre pas de théories sur des pages et des pages. Il te dit, voilà, il y a des accords majeurs, des accords mineurs, il y a des cadences parfaites, des cadences plagales. En gros, il te donne des recettes pour apprendre à jouer du jazz. Et alors, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre le bouquin, première page, je lis. Voilà. Introduction. Les accords sont la charpente de la pièce musicale. L'harmonie est la science des accords. Donc là, je dis non. Je peux pas te laisser dire ça. Je veux dire, tu peux pas écrire un bouquin et balancer comme ça de but en blanc. L'harmonie est une science. Parce que si je reprends par exemple la définition d'Aristote qui disait il n'y a de science que du général. Donc une science, c'est par exemple je prends un caillou, je le lâche, on va dire sans vitesse initiale, et j'ai y égale 1 demi de gt au carré. Donc je peux faire ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois, à n'importe quel endroit et n'importe quel moment, j'aurai toujours y égale 1 demi de gt au carré. Donc c'est ça que ça veut dire une science. Et donc, est-ce que la musique est une science? T'as bien deviné que la réponse était non. Mais je vais quand même développer. Miaou, je suis Anaïs. Et moi, je suis Muscat. Me cherche pas trop quand même. En gros, l'harmonie, c'est quelque chose qui est apparu vers le XVIIe siècle et qui a été développé d'abord par la musique classique et ensuite au XXe siècle par le jazz. Et alors en jazz, il s'est passé un truc très curieux, c'est que jusque dans les années 50-60, on a eu vraiment une surenchère musicale avec des musiciens qui voulaient jouer toujours plus vite, toujours plus de notes, toujours plus de complexité, et jusqu'à arriver à des trucs complètement farfelus, genre du 300 BPM, du 4 accords par mesure. Et les musiciens commençaient quand même à se rendre compte qu'ils arrivaient à une limite, que humainement, ils ne pourraient pas aller plus loin que ça. Et c'est là qu'est arrivé un génie, qui s'appelait Miles Davis. Et donc, il est arrivé, il a fait Hé, les gars, trop d'accords dans les morceaux là. Moi, je vais en garder juste deux, puis ça ira bien. Et donc, les deux accords qu'il a gardés, c'était le Ré mineur 7. Alors, Michel, si tu veux bien. Merci, Michel. Et le Mi bémol mineur 7, qui est exactement le même accord, mais transposé d'un demi-ton. Ah, merci, Michel. Et donc là, né en 1959,
Miles Davis arrive avec son morceau et ses deux accords, et il appelle ça du jazz modal. Et là, tout le monde a fait, mais c'est une révolution, personne n'avait jamais fait ça avant. Sauf que si, ça s'était déjà fait puisque la musique était modale bien avant d'être tonale. Et donc là, je vais quand même expliquer un tout petit peu ce qu'on entend par musique modale et musique tonale. En gros, en musique, on a une composante verticale qui est l'accord, qui donne la couleur musicale, et une composante horizontale qui est tout simplement l'écoulement de la mélodie dans le temps. Et dans la musique tonale, on a une progression des accords qui se fait en gardant une relation de tonalité entre les accords. Et à l'intérieur d'une tonalité, chaque accord a une place et une fonction bien précise. Et du moment qu'on n'a aucune progression d'accords ni aucune relation de tonalité entre les accords, comme par exemple entre le Ré mineur 7 et le Mi bémol mineur 7, on parle de musique modale. Et en réalité, c'est pas aussi simple que ça parce que, surtout en jazz, on n'a jamais une seule tonalité du début à la fin. On a toujours soit des modulations, soit des emprunts, et aussi des trucs bâtards, genre du 7 bémol 7. Et donc ce qu'a fait Miles Davis, c'est qu'il est parti d'un contexte tonal, et il l'a élargi pour arriver à la musique modale. Alors que d'un point de vue historique, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que la musique était d'abord modale, et à partir de la musique modale, on a inventé la musique tonale. Et donc, la musique tonale, finalement, n'est qu'un sous-ensemble, un cas particulier de la musique modale. Miaou, miaou. Mais alors là, tu vas me dire, oui, la musique, c'est quand même une science parce que elle est construite autour d'un phénomène naturel qui est le son. Alors oui, c'est vrai, le son est un phénomène naturel. Comment est-ce qu'on fait pour produire un son? On prend une corde qu'on tend et on la fait vibrer. Et cette corde en vibrant va produire un son qui a une certaine fréquence, qui est la fréquence principale et qui est aussi la hauteur du son. Donc par exemple le La 440. Et cette fréquence principale, en s'atténuant, va laisser apparaître des fréquences secondaires qu'on appelle les harmoniques. Et ces harmoniques ont des fréquences qui sont multiples entiers de la fréquence principale. Donc 2F, 3F, 4F et ainsi de suite. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est les musiciens de l'époque. Les musiciens de l'époque ont dit la fréquence 2F, c'est la même note que la fréquence F, mais plus aiguë. Et donc on a aussi la fréquence 4F, la fréquence 8F, et dans l'autre sens pareil, la fréquence F sur 2 et la fréquence F sur 4. Donc ça donne le La 440, le La 880, le La 1760, et dans l'autre sens, le La 220 et le La 110. Donc jusque là tout va bien, sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont pris l'intervalle entre la fréquence F et la fréquence 2F, et ils l'ont découpé en 12 morceaux qu'ils ont appelés des demi-tons. Alors je dis demi-tons comme ça parce que, et c'est là où ça devient très compliqué, c'est que à l'origine, les demi-tons étaient inégaux. Parce que l'idée c'était de rechercher les intervalles les plus justes possibles. Et c'est ce qu'on a appelé le tempérament inégal. Sauf que ils se sont rendus compte que quelle que soit la répartition des demi-tons, on ne pouvait jamais avoir tous les intervalles justes en même temps. Et les compositeurs étaient très conscients de ça, puisqu'ils privilégiaient dans leur composition certaines tonalités plutôt que d'autres, et en fonction des tonalités, certains intervalles plutôt que d'autres. Et c'est là qu'est arrivé un génie qui s'appelait Jean-Sébastien Bach. Donc Bach, c'est fin 17e jusqu'au milieu du 18e. Et donc Jean-Sébastien Bach est arrivé et il a dit non mais moi je suis pas d'accord, moi je veux pouvoir composer dans toutes les tonalités, et non seulement composer dans toutes les tonalités, mais pouvoir changer de tonalité à l'intérieur d'un morceau. Et c'est ce qu'il a fait.
il a composé une œuvre qui s'appelle Le clavier bien tempéré, où il utilise toutes les tonalités, donc 12 tonalités majeures et 12 tonalités mineures. Et c'est à la suite de ça, donc à partir de la moitié du 18e, que le tempérament est devenu égal. Miaou, miaou, miaou. Mais alors là, tu es en train de te dire, oui, tu parles de tonalité, tu parles de composition, mais je sais toujours pas comment est-ce que l'harmonie a été inventée. Eh bien, ne t'inquiète pas, c'était prévu, j'allais en parler. Et pour ça, il faut remonter encore dans le temps jusqu'au Moyen Âge, à l'époque où l'harmonie et la tonalité n'existaient pas encore. À l'époque, le seul matériel musical qui existait, c'était les demi-tons, qui étaient inégaux, comme je viens de le dire. Et au Moyen Âge, la musique était en grande partie religieuse, pratiquée par les ecclésiastiques dans les monastères et dans les églises. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que, à partir de combinaisons de tons et de demi-tons, ils ont fabriqué des modes, qu'on a appelés en toute logique les modes ecclésiastiques. Donc le mode ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien et locrien. Et au fil des siècles, puisque évidemment ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait sur des siècles, il y a un des modes en particulier qui est sorti du lot, qui était le mode ionien, et qui est devenu la tonalité majeure qu'on connaît aujourd'hui. Et donc là, ils étaient contents, ils se sont dit, chouette, maintenant qu'on a la tonalité, on va pouvoir inventer l'harmonie. Et les ecclésiastiques qui jouaient de la musique dans les églises, qui étaient donc modales, ces gens-là se sont dit, il faudrait inventer une sorte de signal, de code musical, pour que les gens qui sont assis dans l'église et qui écoutent la messe religieusement, au moment où ils entendent ce code, sachent que c'est à ce moment-là qu'il faut se lever et crier Alléluia, Amen et tout ce qu'il faut. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé ce qui est devenu la base, vraiment le point de départ de toute l'harmonie, c'est-à-dire la cadence 5-1, appelée aussi cadence parfaite. Alors Michel, si tu veux bien. Merci. C'est bon, merci. C'est bon, merci Michel. Et donc pourquoi la cadence 5-1? Tout simplement parce que c'est le mouvement musical le plus identifiable et le plus reconnaissable, même par une oreille non musicienne, à cause de la sensible qui est attirée comme un aimant par le premier degré. Et donc là, ils se sont dit, mais on tient un truc là. Il faudrait faire la même chose en mineur, puisque en fait toute l'harmonie mineure fonctionne par analogie avec l'harmonie majeure. Et enfin de base, la tonalité mineure, c'est simplement une translation, un glissement de la tonalité majeure. Et donc ils se sont dit, bah, ce qui serait bien, c'est de faire une cadence parfaite en mineur. Sauf que ça marchait pas parce que dans la tonalité mineure, il n'y a pas de sensible. Et donc ils se sont dit, bah c'est pas grave, on va fabriquer de toute pièce une sensible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fabriqué une sensible qu'ils ont sorti du trou du cul de nulle part, et ils ont appelé ça le mineur harmonique. Miaou, je suis Anaïs. Bon, je vais m'arrêter là pour la démonstration. Je précise que tout ce que je dis dans cette vidéo est vrai, hein, bien sûr, même si évidemment c'est très simplifié et très caricatural. Mais en tout cas, là où je veux en arriver, c'est que la musique n'est pas une science. Oui, tout ça pour ça. La musique, c'est un ensemble de choix, de compromis et de conventions que les musiciens ont prises au fil des époques. Et la musique, c'est même le contraire d'une science, puisque l'état de la musique aujourd'hui fait que chaque musicien va pouvoir fabriquer sa propre musique en fonction de sa sensibilité musicale, de sa culture musicale et aussi de son humeur du moment. Puisque la qualité du musicien, c'est justement d'aller chercher la musique qu'il a envie de jouer au moment où il est en train de jouer. Et la musique, ça se rapproche beaucoup plus de la dialectique finalement, puisqu'on parle bien de discours musical. Et dans un discours, on a bien sûr des règles de grammaire, de syntaxe, mais on a surtout des idées.
On a un développement des idées, un enchaînement des idées et une construction qui donne un sens global au discours. Et bon, alors là, j'anticipe un peu sur ce que je vais dire dans la deuxième partie. Mais en gros, je trouve que en école de musique, on n'insiste pas assez, enfin voire même pas du tout, sur la construction et sur l'intention musicale. Mais voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui et je te dis à bientôt pour la deuxième partie. Miaou. Au revoir.